Aujourd'hui, on va parler de la blockchain, des crypto-monnaies, et de pourquoi j'ai pris un pari fou en 2016 sur le fait que l'avenir s'écrira avec la blockchain. Alors c'est le moment où j'ai un peu la pression, donc généralement je commence par une base bien connue. Et cette base, c'est une citation de Schopenhauer que j'adore et qui disait que toutes les révolutions passaient par 3 phases. La première phase, c'est la phase ridicule. On n'y croit pas. Personne ne veut y croire, c'est une blague, ça n'arrivera jamais. La deuxième phase, c'est le dangereux. C'est-à-dire que c'est possible, on voit que cette technologie peut arriver, on voit que cette révolution peut changer le monde, mais ça fait peur. Et elle rencontre une réticence énorme de tout ce qui existe déjà aujourd'hui autour de nous. Et la toute dernière phase, c'est l'évidence. On l'utilise tous les jours, c'est dans notre poche, on n'en parle même plus, parce que même sans comprendre vraiment comment ça marche, on l'utilise tous les jours. C'était ce pari qui était à prendre en 2016 sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on a la chance de voir la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, les métaverses, qui s'invitent naturellement à des événements comme celui-ci, et qui font parler d'eux, et qui concernent énormément de monde, et qui développent tous les jours un petit peu plus de solutions, et toujours un petit peu plus d'usages, en invitant toujours plus d'entrepreneurs, d'utilisateurs à créer, à penser ces usages et à en profiter. C'est ça qui est fou. Le truc sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait qu'aujourd'hui, ça s'invite tout naturellement, alors qu'au début, en 2016 ou en 2017, il fallait avoir envie de prendre ce pari. Et c'est toujours un pari aujourd'hui de définir que l'avenir va s'écrire avec la blockchain et les crypto-monnaies. Mais j'en suis convaincu. Comme ça fait au moins une personne à y croire. Mais comment on en est arrivé là, finalement? Parce que ça a été très très vite. 2016, Bitcoin, crypto-monnaie, les gens disaient oui, blanchiment d'argent, voilà, ça s'arrêtait à ça, c'était terminé, on mettait ça dans une case, c'est nul, ça sert à rien, terminé. Et aujourd'hui, on est en train de parler d'œuvres d'art numériques. Aujourd'hui, on est en train de parler de mondes virtuels qui ont des actifs tangibles grâce aux crypto-monnaies. Alors comment est-ce que ça s'est accéléré? Eh bien, je pense que c'est le meilleur moyen de comprendre la tendance qu'on a connue dans les 3 dernières années pour comprendre qu'est-ce que l'on va vivre dans les 3 prochaines années. Ce qui se passe, c'est qu'on a connu un contexte propice au changement. On a eu une situation dans laquelle l'évolution était invitée. Premièrement, en 2017, les crypto-monnaies et la technologie de la blockchain voient pour la toute première fois un énorme coup médiatique. Alors attention, je ne parle pas du Bitcoin qui prend de la valeur. C'est vrai qu'en 2017, il a pris beaucoup de valeur, mais il en avait déjà pris beaucoup en 2013 et avant ça. La technologie de la blockchain a eu son premier gros coup médiatique international en 2017 parce que la plupart des pays en ont parlé d'un coup. Non seulement le Bitcoin avait pris de la valeur, mais il a pris beaucoup, beaucoup de valeur, passant de 300 ou 400 $ à presque 20 000 $ en quelques mois. Pour la première fois, les télés commencent à en parler. Pour la première fois, on ne peut plus dire des bêtises sur Bitcoin parce qu'il y a trop de gens qui le connaissent et donc il y a des gens qui viennent défendre en disant non, ça c'est faux, vous ne pouvez pas dire ça, ce n'est pas vrai. Et pour la première fois, on commence à s'intéresser et à créer des premiers usages, notamment avec Ethereum, une grosse crypto-monnaie, une grosse technologie qui rend ça programmable et qui permet non seulement d'utiliser la puissance de la blockchain, mais de permettre à monsieur tout le monde de créer quelque chose avec, qui permet aux développeurs de construire des solutions. Parce que c'est bien beau d'inventer le moteur à essence, mais c'est la voiture qui a été très utile. C'est bien beau d'inventer un nouveau concept, mais c'est les usages qu'on va en faire, les usages qui ont été pensés jusqu'à présent et les usages que des gens comme vous et moi allaient pouvoir créer et construire dans le futur. Et c'est pour ça que 2017 a été le premier gros coup de feu, parce que c'est là que la boule de neige est partie du haut et qu'elle a commencé à accélérer très très fort et emporter sur son passage tous ceux qui venaient découvrir les crypto-monnaies potentiellement pour leur spéculation, mais qui découvraient derrière ça un produit formidable. Une technologie qui permettrait de régler des problèmes qui étaient bien identifiés jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je fais comme je bois, mais je regarde le script. On a eu quelque chose qui a chamboulé nos vies également dans les 2 dernières années, la Covid. Et cette crise sanitaire a changé des habitudes, changé des comportements et a fait peur à beaucoup de monde. Ça se passe comment? On est dans un monde où tout va toujours bien, on est dans un pays développé, donc on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Et puis un jour, tu arrives au supermarché, puis il y a des gens qui se battent pour du papier toilette. Et là, tu ressens un truc que tu n'avais pas l'habitude de sentir. Là, tu te dis, OK, il y a un truc, c'est chaud. C'est bizarre, c'est pas normal, on l'avait pas anticipé. Je fais quoi maintenant? C'est quoi la stratégie? Comment on fait? Est-ce qu'on doit avoir un point de ralliement pour partir ailleurs? Et tout le monde panique. Et là, du coup, les gens se posent des questions. Et au moment où on se pose beaucoup de questions, au moment où on a peur, on nous enferme chez nous en disant ah ouais, là, vous allez rester bloqué pendant 3 mois à la maison, mais vous avez la Wi-Fi.
Et la Wi-Fi, c'est assez incroyable et ça vous connecte à un monde énorme où tu as peur, mais tu peux chercher, tu peux poser tes questions. Alors là, Google, il en a vu passer des sympas, hein. Déjà pour savoir pourquoi les gens avaient besoin d'autant de papier toilette, mais on y reviendra. Mais surtout savoir qu'est-ce que l'on pouvait construire. Qu'est-ce que l'on pouvait trouver comme solution? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Comment est-ce qu'on peut protéger un peu plus notre valeur, notre compte en banque? Comment est-ce qu'on peut préparer quelque chose? Et puis on va consulter et tout le monde cherche les mêmes questions. Des gens réfléchissent, du coup il y a des gens qui créent du contenu, les gens échangent entre eux et finissent par se poser les bonnes questions. On a du temps, on a eu peur, on cherche donc des alternatives. Et là, du coup, on regarde tout plein d'alternatives, notamment pour, le plus important, conserver de la valeur. Et là, on n'est plus à parler d'euros, de dollars, d'argent, de... Non, là, on parle de valeur. Comment est-ce que dans un monde de demain ou dans le monde d'aujourd'hui, j'aurai de la valeur et j'arriverai à non seulement la garder avec moi, la portabilité, mais en plus de ça, être capable de l'utiliser pour acheter, pour dépenser, pour vivre, en fait. On a tous, une grande partie d'entre nous, peut-être vu The Walking Dead. Les euros, les dollars, à un moment, c'est plus l'objectif du truc non plus. Et là, il y a quelques personnes qui étaient vraiment dans le mode The Walking Dead. Alors, on n'a heureusement pas été jusque-là, mais il y a des gens qui ont eu peur. Et il y a des gens qui se sont posés ces bonnes questions. Il est là le contexte propice au changement. Les gens se sont intéressés et ils ont diversifié leurs finances en s'intéressant notamment à d'autres classes d'actifs, comme les crypto-monnaies. Et là, il y a plein de gens qui s'intéressent à la technologie. Plein de gens qui comprennent également que la crise sanitaire va être maîtrisée, qu'il va y avoir certes des problèmes, mais qu'on va évoluer. Et là, on évolue et on crée des nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes, c'est le télétravail. La plupart des entreprises n'étaient pas prêtes à travailler avec des employés à distance. Aujourd'hui, elles le peuvent. On est plus résilient qu'avant. Ne serait-ce que les QR codes. Sérieusement, en 2016, qui utilisait déjà des QR codes? Alors qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui, dans les 2 dernières semaines, n'a pas fait scanner un QR code ou n'a pas scanné lui-même un QR code, que ce soit dans un restaurant ou ce fameux pass qu'on doit avoir tout le temps dans nos poches pour avoir le droit d'aller partout. Ce sont des petites évolutions, en fait. On ne le voit pas parce que c'est des micro-évolutions. Et du coup, petit à petit, ce qui pour nous va devenir... C'était impensable en 2016 et c'est aujourd'hui une norme, c'est normal et on le fait tous les jours, eh bien, pour nos enfants ou pour les générations d'après, ce sera la nouvelle base, la nouvelle norme. Et ils ne comprendront pas comment on pouvait déjà aller dans la rue sans avoir son QR code sur soi pour prouver qui on est et ce qu'on fait. Et c'est ça, le contexte propice au changement. Ce sont ces évolutions d'attitudes et de comportements qui nous ont ouvert à une technologie, à la base pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons, que ce soit la spéculation ou que ce soit pour préparer la prochaine attaque de zombies et nous protéger de ce cataclysme. En tout cas, il y a des gens qui ont été sur Internet, qui se sont posés des questions et qui ont trouvé des solutions afin de répondre à leurs potentiels besoins de demain. Et là, on arrive dans un monde qui est fou, puisqu'on arrive dans un monde où beaucoup de gens découvrent ces technologies qui paraissaient complexes, mais qui, grâce à Internet et grâce au partage d'informations, permettent à chacun, aujourd'hui, de toucher du bout du doigt la prochaine révolution technologique. Et on arrive sur une accélération. On arrive sur une accélération assez folle, et accélération qui ne touche pas que les particuliers. Accélération qui touche les entreprises, qui touche les gouvernements, qui touche les États, et on a une prise de crédibilité de l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Bien que ça paraisse barbare, bien que ça paraisse complexe, beaucoup de gens ont cherché, et quand on commence à comprendre les quelques mots compliqués, on arrive également au moment où on comprend à quoi ça sert finalement. On commence au départ par une régulation. Il n'y avait aucune autorisation à la base, la blockchain et les crypto-monnaies, on ne savait même pas si c'était légal ou illégal en 2016-2017. Et on arrive avec un pays qui commence à proposer une première loi, puis une deuxième. Vous avez le droit, mais dans telle limite. Vous pouvez faire telle et telle chose, mais pas ça. Cette régulation a été violente pour plein d'entreprises, parce qu'elles devaient se conformer. Ça a été le cas de notre boîte Just Mining, on a vraiment cru que ça nous tuerait. Et là où on a réussi à passer cette barrière et à se structurer, on s'est rendu compte que ça nous a donné de la crédibilité. Mais ça a aussi crédibilisé l'écosystème. Les plus grandes entreprises de ce monde, Facebook, Twitter, Amazon s'y est intéressé, Visa, Mastercard. Et là, ça y est, le risque ratio était balancé. C'est-à-dire qu'avant, le risque, c'était de s'intéresser aux crypto-monnaies. Le risque, c'était l'image des crypto-monnaies. Et maintenant, le nouveau risque, c'est de ne pas aller dans la blockchain, de ne pas aller dans cette technologie. Prenons l'exemple des 2 géants, Visa et Mastercard. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Hors de question. Le jour où Visa a dit « on se lance dans les crypto-monnaies », le lendemain matin, Mastercard annonçait des acquisitions blockchain. Parce que c'est comme ça qu'ils bossent. Parce que quand on a un concurrent direct avec qui on se bat depuis des années, qui prend un risque, on est obligé de le prendre aussi. Parce que la concurrence naturelle fait qu'on doit aller de l'avant, et quand il y a une nouvelle technologie, tout le monde va l'absorber, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Et là, du coup, ça précipite tout le développement d'un écosystème, et ça fait rentrer des géants, des gros acteurs, des pays, des institutions, qui, de par la régulation et de par la concurrence et le développement naturel des choses, et la demande des utilisateurs, parce que certaines banques, bien qu'elles ne soient pas toutes pour les crypto-monnaies, proposent des solutions blockchain parce que les utilisateurs la demandent, c'est toujours de là que ça part, sont obligés de développer ces solutions. Et ça engendre un troisième point, la fuite de cerveau. Alors bon, on a la fameuse histoire de Jack Dorsey, le créateur de Twitter, qui
quitte Twitter pour se concentrer sur sa boîte et proposer des wallets de crypto-monnaies. Mais globalement, dans la plupart des grosses entreprises du monde, il y a des gens qui sentent cette opportunité. Il y a des gens qui sentent qu'aujourd'hui, à cet endroit, il y a des choses à construire. Et qui, du coup, vont quitter leur boîte pour faire soit de la crypto-monnaie, soit de la blockchain, soit de la communication, etc., etc. Et là, on a l'environnement, la technologie, on a enlevé des verrous techniques, on peut faire des choses virtuelles totalement uniques grâce aux NFT, et en parallèle de ça, on a les cerveaux. Parce que mine de rien, sans cerveau humain, il n'y a rien qui avance. Et on arrive dans cette toute dernière situation où on se dit, OK, qu'est-ce qui va nous arriver dans la tête? Le Web 3.0. Il a dû passer quoi? 4, 5, 6 fois le schéma Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Le Web 1.0, on pouvait écrire sur Internet. Le Web 2.0, on peut écrire... pardon, je viens de dire une connerie. Je recommence. Le Web 1.0, on peut lire, on consulte de l'information sur Internet. Il y a quelques personnes qui pouvaient écrire, mais c'était toujours les mêmes. Dans le Web 2.0, Facebook, Twitter, tout le monde est un artiste, tout le monde est un écrivain, tout le monde est un photographe. Vous pouvez y aller, vous pouvez mettre des trucs de fou en story, lâcher des coms, et tu te retrouves dans un monde où tout le monde écrit. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que les gens font que des œuvres d'art, il y a aussi des gribouillis, mais tout le monde peut intervenir et créer du contenu. Et là, on arrive dans une toute nouvelle phase où on avait identifié le problème. Quand on crée quelque chose, on ne connaît pas son propriétaire, on n'arrive pas à savoir est-ce que la personne va abuser de mon contenu, est-ce que l'image que j'ai devant moi a été copiée 500 fois, ou est-ce que j'ai devant moi le créateur de cette image, la personne qui l'a construite, qui l'a conçue, et la personne dont le droit et la possession de cette image appartient. Et ça, ce n'était pas possible. C'était un problème identifié, mais il n'y avait pas de solution. Un petit peu comme quand on identifie un problème dans la finance et qu'on se dit « ouais, ils en abusent, est-ce que tu as une autre solution ?» Non, ben alors, laisse-les abuser, tu peux rien faire de toute façon. Et ben c'était pareil dans la gestion de la donnée. Et c'est pour ça que les NFT, la blockchain, et donc la technologie qui permet d'avoir quelque chose de virtuel, de numérique, mais savoir d'où il vient, qui l'a créé et qui a été le premier, eh bien ça apporte de la valeur. Parce que ça nous permet enfin d'aller dans un web 3.0 où on peut lire de l'information, écrire de l'information, mais également la détenir. Également savoir ça vient d'où, comment, pourquoi. Ok, j'ai envie de vendre mes données, pas de souci. Mais ce n'est pas Google qui va les vendre pour moi. Je n'ai pas envie de vendre mes données, elles sont chiffrées. Et elles ne sont pas chiffrées n'importe où, elles sont chiffrées dans la blockchain. Et du coup, petit à petit, on se dit, OK, il y avait plein de problèmes et on n'a pas encore toutes les solutions. Mais on a levé le verrou technique. On a ouvert la boîte de Pandore et on a un outil qui permet de proposer des solutions. Et du coup, on en arrive dans une situation assez intéressante où il y a de tout. Des nouveaux mondes virtuels où on va avoir des objets qui ont une valeur parce qu'ils sont uniques grâce aux NFT. On arrive dans un monde où on a trouvé une technologie incroyable avec les NFT. Et il y a des gens qui vendent des chiens colorés des dizaines de milliers d'euros, puis nous on est là en mode je comprends pas. En tout cas, une chose est sûre, les chiens colorés, s'il y a une attaque de zombies, ça servira à rien, je vous le dis tout de suite. Mais on arrive quand même dans cette situation où on peut faire ce qu'on veut. On peut enfin faire des choses intéressantes ou des choses complètement nulles, hein, parce que c'est l'être humain et ça fait partie de sa méthode de fonctionnement, mais on a l'outil qui permet de régler les problèmes. Et donc, naturellement, on a des gens qui en abusent, mais on a quand même des gens, malheureusement une minorité aujourd'hui, qui essayent de construire une solution concrète qui va nous être utile et qui va nous permettre de vivre au jour le jour avec les nouveaux besoins qu'a cette société toujours plus connectée à la technologie, toujours plus numérique, toujours plus en télétravail et qui, naturellement, nous demande d'adapter les outils qu'on va utiliser. Ce que je veux vous dire, c'est que pour la première fois, on a un truc qui est à la fois effrayant et à la fois passionnant. Bien qu'on soit très très loin dans la technologie, qu'on soit sur quelque chose de complexe, on essaye de se rapprocher de valeurs humaines. Généralement, la technologie nous en éloigne, et avec la blockchain, on peut s'éloigner des valeurs humaines. Par contre, on peut également en revenir. On peut protéger les données. On peut avoir un système décentralisé, un système où c'est transparent, où on comprend comment fonctionnent les choses, et où ce n'est pas uniquement 4 personnes dans un coin qui prennent les décisions. Mais avec la blockchain, on peut aussi laisser 4 personnes prendre le monopole et prendre les décisions. L'être humain est toujours aux commandes. Blockchain ou pas blockchain, technologie d'avant ou nouvelle technologie, c'est ce que nous allons faire de cette technologie qui va changer le monde ou non. Et encore une fois, j'aime bien dire que les usages des NFT, les usages du métavers, les meilleures idées n'ont même pas encore été pensées. Et c'est ça le but. Le but, c'est qu'il y ait un bonhomme ici qui rentre chez lui, qui ne dorme pas chez lui, qui n'arrive pas à dormir et qui commence à se concentrer sur cette technologie. Il va peut-être avoir une idée que personne n'a eue et il va trouver quelqu'un d'autre qui lui a des compétences techniques et ils vont proposer une solution. La première sera peut-être mauvaise, mais c'est pas grave, il faut aimer se casser la gueule quand on veut construire. Et quand on a une deuxième solution, on l'améliore, on a des feedbacks, on incrémente, c'est l'être humain. T'apprends, c'est l'évolution, et du coup tu fais une erreur, puis la deuxième fois c'est un peu mieux, puis la troisième fois c'est... Et puis en réalité, le meilleur moyen c'est de s'amuser. Si tu t'amuses quand tu construis, tu peux faire tes erreurs et à la fin tu auras quelque chose qui aura du sens au moins pour toi. Eh bien, avec les NFT, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a pour la première fois un monde dans lequel chacun peut prendre ses responsabilités, chacun peut devenir sa propre banque, chacun peut, grâce à la blockchain et aux crypto-monnaies, contrôler
dans son propre écosystème ce qu'il a envie de prendre comme responsabilité ou pas. Ce qui veut également dire que si demain, vous voulez utiliser toute votre fortune pour acheter des pulls violets, il n'y a personne qui vous empêchera de le faire. C'est le problème. C'est la prise de responsabilité. Vous êtes libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, et donc vous êtes totalement libre de faire de grosses bêtises. Vous êtes totalement libre d'utiliser cette technologie pour faire des choses horribles, ou alors vous pouvez essayer de bosser avec une équipe pour créer un monde virtuel complet dans lequel les joueurs vont pouvoir se retrouver et interagir même quand ils sont à l'autre bout de la planète. C'est toujours une question de valeur, c'est toujours une question de base, et c'est ça qu'il faut garder en tête. La seule vraie chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pour ça que je suis convaincu que l'avenir va s'écrire avec la blockchain. Parce qu'avant, il y avait quelques personnes qui pouvaient écrire. Et aujourd'hui, même si beaucoup font des gribouillis et il y a encore très peu d'œuvres d'art, aujourd'hui, tout le monde peut prendre un stylo. Merci beaucoup. On a encore du temps pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a toujours un qui a... Ah, on en a une quand même. Fallait lancer la machine. Attendez, on va vous équiper et tout. Comment vous arrivez à convaincre, par exemple sur Just Mining, des gens qui ont 40, 50 ans, qui se disent j'ai pas mal d'argent que j'ai économisé, je ne sais pas où le mettre, et je voudrais... Est-ce que vraiment je peux faire confiance à Just Mining pour mettre une partie de mes économies, et comment ça me rassure? Parce que moi j'ai pas mal d'amis dans cette tranche d'âge et ils sont dans la phase dont vous avez parlé, c'est dangereux. Alors, il y a quand même un gros argument qui nous aide. On propose 10% d'intérêt sur une monnaie stable par an. Ça fait déjà une grosse partie du boulot. Hein. C'est quand même un truc ça travaille pour nous. La deuxième chose, c'est que vous l'avez compris, mon âge ne m'a pas aidé. Hein. Aujourd'hui, convaincre quelqu'un... Bon, la moyenne d'âge des gens qui me suivent sur Internet, sur 500 000 personnes, c'est 38 ans. C'est des personnes qui ont toujours été plus matures que moi, qui ont eu plus de recul et plus d'expérience. Donc c'est également ces gens à qui j'ai appris à parler, parce que c'est ces gens qui avaient des premiers besoins. La personne qui se dit que je vais diversifier mes finances, il y a une crise sanitaire qui arrive, le monde part en vrille, il y a une guerre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est rarement le mec qui a 17 ans et qui a ses 275 € de côté, non. C'est dans un autre stade qu'on commence à se poser ces questions, et c'est ces gens-là qui ont été mes premiers business angels, mes premiers clients, et c'est ces gens qui m'ont éduqué. Et du coup, on en vient à l'éducation. Il faut expliquer. Quand j'ai commencé, je ne voulais pas laisser d'argent sur la blockchain, j'avais peur. Aujourd'hui, monsieur, je dors mieux avec mon argent sur la blockchain. Vraiment. Que dans une banque, que dans un système financier traditionnel, parce que j'ai compris comment marche ce moteur. Et quand j'ai compris comment marche ce moteur et que j'ai compris les normes de sécurité, qu'est-ce que je suis bien à dormir avec mon argent sur Bitcoin ou sur Ether. Vous n'imaginez pas comme je dors bien. C'est ça, en fait. Donc, premièrement, on utilise les gens qui viennent vers nous et qui nous posent les bonnes questions, et ensuite on utilise ce droit pour les éduquer, pour leur donner les bonnes bases et pour répondre à des questions, qui sont des questions d'écosystème. Au début, on ne fait pas du just mining. Au début, on parle de blockchain, on parle de Bitcoin, et on parle d'un truc qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours. Ensuite, dans un second temps, heureusement, le temps a fait son œuvre. On a réussi à être régulé. J'en parlais tout à l'heure, ça nous a donné du crédit. Une régulation, c'est complexe à avoir. On a dû embaucher beaucoup de monde. Et aujourd'hui, sur toutes nos entreprises, on a presque une centaine de personnes qui travaillent en full-time pour essayer tous les jours d'être plus crédibles et de maîtriser encore plus les outils qu'on a. Et ensuite, le marché fait son œuvre. Et quand on commence à avoir 100, 200, 300, 400 millions sous gestion, ça parle, les gens le savent, et les gens viennent vers nous non pas pour notre âge, non pas pour notre barbe. Et c'est un truc qui me plaît également avec la blockchain. On ne regarde plus les gens à leur couleur de peau. La blockchain, elle s'en fout de ce que vous avez entre les jambes. La blockchain, elle va donner à tout le monde les mêmes droits au même moment. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que nous aussi, peut-être qu'on pouvait faire partie de cette aventure. Pour une fois, on n'allait pas regarder notre âge. Pour une fois, on n'allait pas nous dire pour qui on vote ou qu'est-ce qu'on pense. Non. Pour une fois, on a un besoin concret à combler et on utilise un outil qui peut nous le donner. Et notre job à nous, c'est de mettre entre les mains de toute personne quelque chose de très complexe, mais afin que les gens puissent l'utiliser très simplement. On a encore 6 minutes 01. Elle était géniale au fait de votre question, hein. C'était une pub gratuite et tout, c'est justmining.com. Voilà, si ça vous intéresse, non mais tant qu'à faire. Merci monsieur. On vous attend. Je voulais demander, le sandbox étant décentralisé ou d'autres métaverses en général, qu'est-ce qui empêche par exemple quelqu'un d'acheter un land et de créer un marché noir, enfin quelque chose qui par exemple avant était dans le dark web et donc par exemple ah pardon. Pas grave, okay, pas grave. Excuse-moi. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'acheter un land sur sandbox et vendre je sais pas des armes ou de la drogue dessus, puisqu'il n'y a pas d'entité centrale qui peut censurer et bloquer certaines transactions quoi.
Alors, on part d'un problème qui est juste, qui est totalement juste, et je pense que ce sera l'une des plus grosses questions morales de la blockchain et des crypto-monnaies. On veut un monde génial, un monde sans censure, un monde où tout le monde peut écrire. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui fait des trucs très très limites dans ce monde incensurable. Deux grandes réponses. La première, c'est que c'est un problème de l'humanité depuis toujours. C'est comme l'anonymat. Quelqu'un qui est totalement à découvert, qui est totalement transparent, qui donne toutes ces informations, on abusera de lui. Et quand ce ne sera pas un gouvernement, ça pourra être une banque. Quand ce ne sera pas une banque, ça pourrait être un truc, ça pourrait être un autre particulier, n'importe qui. Hein. Je dis banque, mais il ne faut pas stigmatiser quelque chose. C'est toujours pareil. Quelqu'un de totalement transparent, ça manque de privacy, en fait. Et si tu veux, tu arrives dans une situation où c'est un droit fondamental d'être pseudonyme, de pouvoir cacher, enfin, globalement, la marque de yaourt que vous voulez consommer, le film pornographique que vous avez envie de regarder, si vous avez envie de regarder, j'en vois quelques-uns qui sourient, on vous a reconnu. Non, ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu as une vie privée, tu es un être humain, tu as le droit de reconnaître certaines choses et tu as le droit de vouloir en cacher d'autres, c'est comme ça. Par contre, à l'opposé, quelqu'un qui souhaite un monde totalement anonyme, un monde où on ne peut absolument pas le retracer, c'est rarement pour la marque de ton yaourt Danone, tu vois ce que je veux dire? C'est souvent un plus gros problème de fond. Et donc tu es là à mettre une norme qui vient cadrer tout le monde pour quelques personnes qui, eux, voulaient juste un petit peu de privacy et un petit peu de discrétion. Et c'est là que c'est compliqué, parce qu'un anonymat total, il y a des abus graves, et aucun anonymat du tout, ben, c'est l'abus de la liberté de tous. Et on voit un petit peu la société, comment elle tourne dans certains pays, ça fait peur. Et donc, on doit trouver des solutions. J'ai pas la solution parfaite, hein, malheureusement, l'omnipotence ne m'a jamais atteint. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des méthodes de modération. On prend l'exemple des réseaux sociaux décentralisés. Pas de censure. Par contre, on peut se mettre d'accord sur une charte générale. Et on peut se mettre d'accord que chaque utilisateur a son mot à dire. Donc on ne peut pas censurer quelqu'un. Par contre, on peut tous être très intelligents et dire, voilà, quand il y a un post qui est vu par, je ne sais pas moi, 100 000 personnes, s'il y a plus de 6 000 personnes qui disent c'est quelque chose de fondamentalement grave, ce qui se dit là, c'est quelque chose qui n'est pas une idée, c'est quelque chose qui est contre les règles générales d'utilisation de notre site, à ce moment-là, on peut donner son avis et on peut le censurer. Non pas le censurer parce qu'on bride la liberté d'expression d'une personne, mais le censurer parce qu'on attaque et qu'on estime que cette personne a une liberté qui va au-delà et qui entame la liberté des autres. Et c'est ce qui fait que le seul moyen, c'est encore une fois de raisonner l'être humain et de faire en sorte que ce soit juste. Et c'est ce qui empêche un système total de dire « Ok, lui, il disparaît, lui, on prend ses données, lui, on va les vendre là ». Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne va pas avoir des problèmes, qu'on ne va pas devoir ajuster ses règles. Ça ne veut pas dire aussi qu'un jour, il y a un poste qui va être censuré, on va dire « Attendez, ça ne mérite pas la censure ». Ce n'est pas parce que 6% des gens ne sont pas d'accord avec lui qu'il n'a pas le droit de s'exprimer. Et petit à petit, tu mets des règles, tu mets des curseurs, tu te casses la gueule, tu te relèves, et ton gribouillis, ça devient petit à petit une œuvre d'art. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas de solution parfaite. C'est comme quelqu'un qui jugerait la toute première voiture électrique en disant « Ouais, mais elle consomme plus qu'une voiture à essence. Ça fait combien d'années qu'on fait des voitures à essence? Ça fait combien d'années qu'on optimise le truc? Il faut que jeunesse se fasse. On a le droit de faire des conneries, et c'est pour ça que c'est important que tout le monde vienne écrire au tableau. Parce qu'il y a tout le monde qui va tenter des trucs plus ou moins utiles, et petit à petit, ça va se balayer. Il y a des bulles qui se créent, quand le Bitcoin monte trop haut, d'un coup ça se calme, et quand les gens restent, quand les gens s'intéressent au fond, à la technologie, ils commencent à avoir des idées, et c'est cette multitude d'idées qui nous permet de fil en aiguille de créer quelque chose de réellement utile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de conneries. 1 minute 48. Ok, c'était un peu pour rebondir sur la thématique. Qu'est-ce que tu penses en fait des blocages des wallets suite à ces derniers événements? On voit qu'il y a eu plusieurs événements. Il y a eu une répétition de blocages de masse, que ça soit au Canada ou en Russie, etc. Et tout. Et du coup, est-ce que ça ne vient pas à l'encontre de la technologie blockchain qui se veut être agnostique à la fois des États et des systèmes? Alors je vais dire oui, mais je vais dire non. Parce qu'en réalité, avant de bloquer de la crypto-monnaie et des wallets, ils ont bloqué des comptes en banque. On est dans un monde où la monnaie est une arme. Et ça ne devrait pas être une arme. La monnaie devrait permettre ces 3 fonctions de base et permettre aux gens d'échanger et de dialoguer, d'avoir un dialogue économique entre eux. On se retrouve dans un monde où le dollar américain est... Lui, il est omnipotent. Non, le dollar américain a une hégémonie, très clairement, et les États-Unis ont utilisé ce dollar comme une arme de pression contre la Russie. Normalement, et attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas de restrictions, ce n'est pas du tout le postulat que je suis en train de prendre, mais normalement, la monnaie ne doit pas servir à ça. Je prends l'exemple du Canada. Il y a des gens qui étaient contre la crise sanitaire, ils ont été manifestés, et le gouvernement a dit à toutes les institutions financières, si vous savez qui manifestent ou si vous les soupçonnez, vous pouvez geler leurs fonds. Ce n'est pas normal. La monnaie n'est pas une arme. Parce que si la monnaie est une arme, ça veut dire qu'en ayant dans votre portefeuille, dans votre salon, vous faites rentrer une arme chez vous. Ce n'est pas le but. Et donc à ce moment-là, il y a la crypto-monnaie. Quand on dit qu'il y a eu des gels de wallets, parce qu'il y en a eu dans les crypto-monnaies, ce ne sont pas des gels de wallets.
ce sont des entités centralisées. Il est vrai que si le gouvernement nous appelle chez Just Mining et nous dit vous allez bloquer tel et tel compte, nous ne pouvons rien faire d'autre que bloquer tel et tel compte, parce que c'est centralisé. Par contre, si vous retirez votre crypto-monnaie après l'avoir gagnée, que vous la mettez dans votre portefeuille, dans une clé, personne ne viendra geler votre wallet. Ce n'est techniquement pas faisable. Et encore, pardon ? Alors, on a l'historique de traçabilité, mais ce que je veux vous dire, c'est que là où un pays peut vous interdire d'utiliser ces fonds et vous le tracez, il n'y aura pas de consensus international. Vous trouverez toujours quelqu'un où vous pourrez l'utiliser à un moment ou à un autre. Surtout quand ça remet en cause des vraies libertés fondamentales, comme celle de posséder ces fonds. Vous trouverez toujours quelqu'un qui vous ouvrira une porte. C'est la différence d'ailleurs entre blanchir et se sauver d'un système qui ne vous convient pas. Blanchir de l'argent, c'est de l'argent qui a servi à quelque chose de sale, quelque chose d'immoral, quelque chose qui finalement ne respecte pas la convention générale de ce qu'on a convenu entre nous. Alors que si votre but c'est simplement de vous sauver et que vous expliquez que c'est de l'argent qu'on vous a gelé ou qu'on essaye de vous geler uniquement parce que vous n'êtes pas d'accord avec une décision du gouvernement, dans la blockchain, monsieur, il y a toujours quelqu'un qui vous ouvrira la porte. J'ai plus de temps, il faut que je me sauve. Merci à tous.